Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans un instant, les titres. Le suspense continue sur l'affaire dite de supposition de bébés importés. Aujourd'hui encore, les deux parties ont été entendues. La sentence donc, du juge est attendue pour ce 13 juillet. L'élaboration d'une feuille de route pour la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent au Sahel à l'ordre du jour d'une rencontre de haut niveau qui a débuté aujourd'hui à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Sit-in ce matin au ministère de la fonction publique organisé par les 390 admis au concours d'entrée à la fonction publique pour le compte du ministère de l'Intérieur. À travers cette manifestation, les concernés exigent du gouvernement de revenir sur sa décision d'annulation du concours annoncé vendredi dernier en Conseil des ministres. Le reportage est signé Souleymane Barma. Les admis du concours d'entrée à la fonction publique pour le compte du ministère de l'Intérieur, annulé vendredi dernier en Conseil des ministres, se mobilisent pour défendre leur cause. Pour montrer leur désaccord avec cette décision qu'ils jugent d'être en déphasage avec la loi, les 390 admis concernés ont envahi les locaux du ministère de la fonction publique en cette matinée du lundi. Nous sommes très surpris, c'est là parce que vous le savez bien, un arrêté qui est sorti 2 mois après, dans la matière du traitement de procédures administratives ne peut être l'objet d'aucune contestation. Et à la date d'avant-hier, les communiqués, l'arrêté faisant cas de notre administration à 3 mois, 5 jours. Pire encore, après la sortie de cet arrêté, et d'autres concours ont été ouverts. Nos camarades, beaucoup d'ailleurs de nos camarades se sont vus dans l'interdiction de concourir au motif qu'ils sont admis au concours du ministère de l'Intérieur. Les documents sont là, vous pouvez vérifier, vous êtes des journalistes. Donc, je crois que ça aussi c'est un élément de preuve. Et ce que nous avons appris, c'est certains de nos camarades mécontents et jaloux qui sont allés rencontrer les agents et les acteurs de la société civile pour leur raconter que notre concours qui est intervenu, il est entaché d'irrégularité. D'accord, irrégularité, il y en a, mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a irrégularité? Si eux, de leur côté, ils disent qu'il y a irrégularité, et nous, à notre côté, nous disons qu'il n'y a pas d'irrégularité. Donc, à qui soutenir? Donc, cela vraiment nous a choqués. C'est pour cela que nous sommes venus rencontrer les ministres. Malheureusement, jusqu'à présent, ça fait presque 2 heures de temps que nous sommes là. Nos délégués sont allés dans son cabinet. Jusque-là, nous attendons qu'ils descendent pour venir nous faire part de ce qu'ils ont eu à arrêter avec les ministres. Engagés à aller jusqu'au bout, ces manifestants entendent multiplier des actions avec des moyens légaux afin qu'ils soient mis dans leurs droits. Nous comptons user de tous les moyens légaux pour faire valoir ce qui est des droits. Nous allons forcer. La justice est là, la procédure administrative est là. Nous sommes des intellectuels, nous sommes des diplômés. Les plus petits diplômes ici, je crois que c'est les bacs plus D. Donc on pense qu'on a assez de bagages intellectuels pour tenter de faire valoir les droits partout et à tout moment. En rappel, le concours en question avait fait l'objet d'arrestations de certains cadres de la fonction publique et de confiscation d'ordinateurs pour des faits de fraude présumés dans l'organisation du dit concours. Ouverture ce matin au Palais du Congrès de Niamey d'une rencontre de haut niveau sur la lutte contre la radicalisation au Sahel. Cette rencontre de 4 jours regroupant différents acteurs du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad vise à élaborer une feuille de route pour la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent au Sahel. D'autres précisions avec notre reporter Adam Soumana. Les ministres en charge de la sécurité et des affaires religieuses ainsi que les experts des dites questions du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad se retrouvent par la présente rencontre en vue d'agir en synergie avec le concours des Nations Unies et autres partenaires pour édifier un rempart contre l'extrémisme violent. Des conclaves marqués par d'importantes allocutions, dont entre autres celle de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Sahel, Mme Hirout Gebrselassie, pour qui cette rencontre permet de mieux cerner l'ampleur du phénomène afin d'agir adéquatement pour protéger les populations. Prenant la parole à son tour, le secrétaire permanent du G5 Sahel a d'entrée du jeu situé l'objet de la rencontre. L'exercice auquel nous sommes conviés est double. D'une part, il s'agit de relever et d'identifier toutes les causes et les conséquences de la radicalisation. Et de l'autre,
de proposer des mesures durables susceptibles de créer les conditions d'une paix et d'une sécurité afin d'assurer le développement et le bien-être inclusif dans l'espace sahélo-saharien. Notre réflexion devra, pour être complète, intégrer toutes les dimensions du phénomène. Il s'agira ensemble de faire l'état des lieux de la rééducation dans les pays du G5 Sahel, à travers les causes, les différences et les similarités selon le contexte, le lien entre la radicalisation idéologique et les groupes terroristes dans la région, les législations en la matière, les voies et moyens mis en œuvre, les conséquences, notamment l'extrémisme violent, de proposer des solutions et de réfléchir sur l'opportunité de la création d'une cellule régionale de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent au Sahel, et enfin de formuler une déclaration sur le sujet à soumettre pour adoption aux autorités compétentes. Conscient du défi majeur et complexe de menaces que constitue le phénomène de radicalisation, non seulement pour l'intégrité des États, mais aussi pour la stabilité de toute une région, le Niger s'est engagé à poursuivre le combat contre ce fléau, selon le ministre délégué aux Affaires religieuses. Je demeure pour ma part convaincu que c'est dans la bonne conjugaison de nos efforts et de nos intelligences, le partage des expériences et la synergie des actions que nous pouvons juguler les fléaux. D'ores et déjà, je réaffirme le ferme engagement de mon pays dans la poursuite du combat contre toute forme de radicalisation et d'extrémisme violent, car, faut-il le rappeler, l'islam dans toutes ses composantes constitue l'un des facteurs essentiels du raffermissement de la concorde, de la fraternité, de la paix, de la solidarité et de la tolérance, gage d'apaisement des cœurs et des esprits de nos vaillantes populations. C'est vous dire, mesdames et messieurs, tout l'espoir que nous fondons en cette rencontre. 4 jours durant, l'ensemble des participants auront à se pencher sur la compréhension de la problématique sur toutes ses dimensions afin de dégager un consensus et agir de concert en conséquence pour la recherche de solutions durables. Comme annoncé dans les titres, c'est le 13 juillet prochain que l'on connaîtra la décision de la Cour d'appel de Niamey sur l'appel interjeté par le parquet après la décision d'incompétence du juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey dans l'affaire de supposition d'enfants ou de bébés importés. Ce matin, en effet, elle a écouté les deux parties et a mis le procès en délibéré pour le 13 juillet prochain, n'est-ce pas Abdelrazak Idrissa? Pour l'occasion, il y avait une très forte mobilisation, comme si la décision finale allait être prise ce 11 mai 2015. Au finish, ils apprennent qu'il va falloir attendre un peu plus de 2 mois pour que les 3 juges de la Cour d'appel se prononcent sur cette affaire qui tient en haleine tout un pays. Le 13 juillet 2015, en effet, la Cour d'appel dira si le juge du tribunal correctionnel de Niamey a dit oui ou non le droit en se déclarant incompétent pour connaître du dossier. Il s'est donc agi en cette matinée du 11 mai 2015 pour la Cour d'appel de Niamey d'écouter les plaidoiries du parquet qui a interjeté l'appel par devant elle et la défense. Une défense plus que jamais confiante de l'issue de l'audience de ce lundi. La Cour a été extrêmement attentive à nos plaidoiries, à nos demandes. Ils ont suffisamment eu de temps à nous écouter et ça nous a beaucoup édifié. Et nous resterons confiants quant à la suite de la procédure. Vous avez attendu, le président de la Cour a lui-même expressément dit que le droit sera dit. Donc nous n'avons pas aucune inquiétude à ce que le droit ne sera pas dit. Nous avons confiance en nos magistrats. Ils ont toujours fait preuve d'indépendance. Et nous pensons que cette fois-ci, ça ne serait pas l'exception. Nous resterons entièrement confiants quant à la suite du dossier et nous sommes vraiment soulagés de ce que le dossier ait été traité. Le 13 juillet prochain également, la Cour d'appel de Niamey pourra se prononcer sur le mandat d'arrêt lancé contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, la défense l'ayant saisi aux fins d'annulation. Le mandat d'arrêt qui a été délivré contre M. Abamadou, qui était déjà d'ailleurs parti à Paris, il n'a pas fui. Ce mandat d'arrêt était une mauvaise manière, faite pour donner du crédit à une accusation qui ne résiste pas à l'examen. Et il a été déclaré, non seulement parce qu'il a été irrégulièrement constitué ici, il a été déclaré totalement irrégulier par l'instance internationale des droits de l'homme
statuant sur l'interparlementarité, sur les parlementaires du monde entier, et les décisions, les critiques, les observations faites sont extrêmement graves. Il conclut que c'est totalement irrégulier. En rappel, ce procès devait se tenir le 27 avril dernier, mais la défense des personnes présumées impliquées dans cette supposition d'enfant a souhaité qu'elle soit reportée à ce 11 mai 2015 pour permettre notamment au nouvel avocat français qui s'est joint à elle de mieux s'imprégner du dossier. Autre aspect de ce journal, la cérémonie d'installation et de présentation hier après-midi des membres du bureau de la coordination CPR Nganti Niamey 3 ainsi que ses structures intégrées. C'était au centre des jeunes du quartier Nouveau Marché en présence de plusieurs militantes, militants et sympathisants du parti. D'autres précisions avec notre reporter Michel Deji. C'est un bureau de 60 membres qui a été mis en place pour faire rayonner ce parti dans tous les quartiers relevant du 3e arrondissement de la ville de Niamey. Un nouveau bureau conscient de l'immensité de la tâche qui l'attend au vu des préparatifs des élections générales de 2016. La tâche est grande, les grands défis se dressent devant nous, pour la nécessité pour nous d'en faire face et de les traiter à la hauteur de leur enjeu. Par conséquent, et comme aucune mobilisation sociale de masse, ni aucune force de l'union d'un peuple ne peuvent s'affirmer sans une base conséquente, il est primordial de réunir des hommes et des femmes capables de constituer la fondation de ces structures géantes qui doit d'ailleurs être le cadre de convergence de tous les militants Nganti et au-delà, tous les Nigérians soucieux d'un changement qui va avancer la rupture pour un développement durable. C'est pourquoi nous réitérons notre appel à tous nos militants de faire de Niamey le fief du CPR Nganti, car c'est Niamey qui regorge le plus de jeunes et de femmes dans notre parti. L'heure est à la mobilisation, car l'année 2016 serait pour nous un grand challenge qu'il faille affronter avec rigueur. En effet, cette rigueur réside dans la mobilisation. Mobilisation autour de notre idéal commun, celui d'abord de nous inscrire au fichier électoral afin d'aller vers un vote utile et responsable. Celui de l'espoir, de la victoire et de la rupture, Inch'Allah. Cette manifestation du CPR Nganti a également vu l'installation des structures intégrées des jeunes et des femmes de la coordination communale Niamey 3 du parti de Kassoum Mokhtar, auquel ils ont apporté un soutien indéfectible. Parlons à présent des couleurs du ciel. Le temps qu'il fait actuellement sur la capitale a suscité ce reportage de Nasser Antouf. Niamey, ces temps-ci est en proie à diverses caprices du temps. Canicule le jour, fraîcheur la nuit et quelques vagues de poussière. Une situation qui met mal à l'aise la population qui attend impatiemment la première pluie. Les météorologues expliquent. La poussière qu'on a connue hier, justement, c'est lié à un système, c'est un orage, n'est-ce pas, qui s'est cassé. Vous savez, à cette période, quand le front tropical n'est pas assez loin au nord, donc un peu au sud de ce front tropical, il y a un peu d'humidité. Nous avons quand même des activités de convection qui donnent des formations, mais n'est-ce pas, qui ne précipitent pas tellement de la pluie, mais qui, en se passant, donnent, n'est-ce pas, des vents assez importants qui soulèvent la poussière. Et ce fut le cas, n'est-ce pas, de l'orage d'hier. Donc, la communauté de Niamey dans l'après-midi a connu les cas de poussière. Et donc, c'est une période, donc le démarrage de la saison, climatologiquement parlant, donc tous les démarrages, les débuts qui s'annoncent sont généralement comme ça, donc accompagnés de ces types d'orages. Ils ne sont pas du tout, ils ne donnent pas beaucoup de précipitations, mais qui pourraient donner, n'est-ce pas, des coups de vent et de la poussière. Jusqu'à présent, la saison de pluie ne s'est pas installée, disons. C'est vraiment parce que le démarrage n'est pas effectif. Même disons pour la zone de Gaïa, parce que climatologiquement pendant la date moyenne d'installation de la campagne, même pour le Gaïa ou le Dendi, c'est le 25 mai, donc vers la fin mai, et donc on ne pourra pas se dire que nous sommes au démarrage de la saison. Ce n'est véritablement pas le démarrage de la saison, nous sommes juste au premier signe, n'est-ce pas,
de la pénétration de la moisson avec une épaisseur qui n'est pas assez importante, n'est-ce pas, mais qui donne ça et là, donc cas d'orage et même cas de précipitation ou des activités plus orageuses. Pour l'heure, en attendant l'installation de la saison de pluie, les Niaméens doivent prendre leur mal en patience. Ce lundi 11 mai 2015, les règlements du monde entier commémorent le 34e anniversaire de la mort de Bob Marley. Comme chaque année, à cette occasion, le groupe Labari rend un hommage à l'artiste. Mamoudou Saleh, le Rastafari de Labari, garde quelques souvenirs de Bob Marley. Chanteur et guitariste de cantique, de soul, de rock et de reggae, réalisateur artistique, actif de 1959 à sa mort le 11 mai 1981, Bob Marley est la première véritable superstar venue d'un pays pauvre. Sa musique, le reggae jamaïcain, un proche dérivé du rythme and blues et de la soul américaine, est la voix de tous les peuples opprimés de la terre, au nom desquels il s'exprime. Brillant et prolifique chanteur, auteur, compositeur, sa carrière internationale ne dure que 8 années intenses. Outre ses merveilleuses créations, sa dimension sociale et spirituelle lui donne vite l'aura d'un exemple pour beaucoup. Il succombe à un cancer en pleine gloire à 36 ans, mais son mythe lui survit et s'amplifie depuis hors de toute proportion. Nesta Robert Marley est né et élevé dans un hameau des collines à 1 heure de route de la côte nord de la Jamaïque. L'anniversaire de son décès est un jour férié en Jamaïque où plusieurs timbres seront créés à son effigie. Robert Nesta Marley a donné naissance à une nouvelle génération de reggaeman dans le monde et l'Afrique en particulier. Des reggaeman comme Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Ismaël Isaac, dont le pays, la Côte d'Ivoire, est devenu la plaque tournante du reggae. Comme chaque année, ce 11 mai encore, les Rastas et adeptes du reggae du monde célèbrent l'anniversaire du rappel adieu de Bob Marley, un chanteur qui a contribué à asseoir et à faire connaître ce genre musical. L'heure est aux retrouvailles au cours de concerts pour nombreux fans. Bob Marley a constitué son groupe The Wailers avec Junior Braithwaite, Peter Tosh, Bunny Wailers en 1963. Ils obtiennent un contrat avec Studio One en 1964 et leur premier morceau de Sky Gospel Rhythm and Blues. Il a marié sa femme en 1966 avant de rejoindre sa mère Cédella Marley, miroir de l'esprit rebelle du peuple opprimé, héros exemple et modèle à la fois. Bob Marley est considéré par plusieurs générations déjà comme le porte-parole défunt, mais privilégié des défavorisés. Auteur, compositeur, interprète, à son actif 13 albums studio, 6 lives et 45 compilations. Il a transformé un style issu de la musique populaire jamaïcaine en un mouvement majeur. Bob Marley a rencontré de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Bob Marley a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Il est le plus grand vendeur de disques reggae de l'histoire. Voilà, fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.